Alors bonjour à tous. Un petit focus sur l'exploration des motivations des agriculteurs justement à mettre en place ce type de système un petit peu innovant. Alors a priori, vous avez tous des motivations pour être venus aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous, c'est parce que vos voisins vous ont traîné là, vous ne savez pas encore trop pourquoi. Mais bon, pourquoi en tout cas ces agriculteurs décident de réintégrer de l'élevage ? Eh bien pour le savoir, on a été les enquêter. Et plus particulièrement, j'ai rencontré des agriculteurs qui ont réintégré de l'élevage en Occitanie et dans le bassin parisien. Alors, ils étaient dans tout type de système. Certains étaient en bio, d'autres en conventionnel. Donc, on voit quand même qu'en Occitanie et surtout dans le Gers, j'avais quasiment que des agriculteurs bio. Différents types de cultures, des cultures variées. Dans le Gers, vous le savez, on a quand même une production relativement diversifiée en termes de cultures végétales. Donc, avec 3 agris en vignoble, des vergers et aussi des grandes cultures. Alors que dans le bassin parisien, j'étais majoritairement sur des systèmes en grande culture et aussi un maraîcher. Des productions animales différentes aussi, qui étaient réintégrées, avec dans le Gers des ovins, pas mal de réintégration d'ovins, soit au niveau de la ferme, donc par l'achat d'animaux par les agriculteurs, soit au niveau du territoire, par l'accueil de bergers pâturants par exemple. Et puis également la réintégration de systèmes volaillers, donc là seulement dans des systèmes de grande culture et au niveau de la ferme. Et dans le bassin parisien, pareil, une diversité d'espèces réintégrées avec des ovins, des porcins, des bovins et aussi des volailles. Là, cette fois-ci, uniquement par l'achat des animaux sur la ferme, parce que, comme l'a dit Guillaume en introduction, il y a peu d'élevage sur place, donc difficile de faire des partenariats. Ce mouvement de réintégration, il est relativement récent, puisque les agriculteurs que j'ai rencontrés avaient réintégré de l'élevage depuis 2 à 24 ans, mais avec une moyenne autour de 6 ans, une médiane autour de 4 ans, donc une tendance quand même relativement émergente. Et donc en discutant avec eux, on a réussi à identifier 8 grandes catégories de motivation des agriculteurs à réintégrer de l'élevage. La première, ça va être de développer les services écosystémiques. On en a beaucoup parlé depuis ce matin. Ça va être tout ce qui est questionnement, notamment autour des sols et de leur fertilité. Donc je vous ai mis des citations, je ne pense pas que vous puissiez les lire pour ceux qui sont tout au fond, sauf si vous avez une super bonne vue. Du coup, je vais quand même vous les lire. Ça nous permettait à la fois d'avoir un élevage sur la ferme, donc une production de matière organique déjà pour les champs, comme motivation première à réintégrer de l'élevage. Et puis un second type de motivation dans cette catégorie de services écosystémiques. Déjà, je gère plus l'herbe du tout. Donc cette problématique au niveau adventice et au niveau enherbement dans les vergers et les vignobles. Deuxième grande catégorie de motivation, on en a aussi pas mal parlé depuis ce matin, limiter les pollutions, et notamment ce rapport au climat et au changement climatique. De même, une citation d'un agriculteur du Gers, « L'élevage est très décrié, en fait, par rapport au climat, et à juste titre. Mais moi, je crois qu'on peut faire des choses beaucoup plus vertueuses. L'idée, c'est vraiment que les animaux soient dehors, à la pâture, pour limiter toute la mécanisation, pour faire du foin, etc. » Donc là, une idée un petit peu antinomique par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, cette idée que l'élevage, justement, pourrait contribuer à réduire finalement l'impact de l'agriculture sur le climat. Autre grande catégorie, plus économique cette fois-ci, gagner en autonomie et en traçabilité. Ça c'est pareil, on l'a un petit peu évoqué depuis ce matin. Nous, aujourd'hui, ce qu'on prône sur la ferme, c'est de l'autonomie au maximum, que ce soit dans les semences, dans l'alimentation des animaux, dans la fertilisation. Donc avec l'idée d'autoproduire ce qu'on va faire consommer aux animaux, et puis d'autoproduire sa fertilisation aussi. Et plus sur le côté traçabilité, alors là c'était un petit peu plus anecdotique, mais bon, un agriculteur qui nous disait qu'il avait mis 5 tonnes par hectare de fientes importées et que c'était pour lui comme s'il n'avait rien mis. Donc avec ce manque de confiance ou cette perception du manque d'effet des fertilisants achetés par rapport aux fientes que ses propres poules produisaient. Améliorer, stabiliser le revenu, ça c'est pareil, c'est bien de produire, mais à un moment donné, il faut quand même en vivre. Donc un agriculteur qui m'a dit, oui, réintégrer de l'élevage, c'est financier tout simplement. Si j'avais eu de quoi vivre sur mes terres, je l'aurais sûrement pas fait, c'est moins contraignant de travailler la terre. Alors là, chacun son avis sur cette question-là, mais en tout cas, la motivation économique, elle ressort quand même. Et puis, stabiliser le revenu et être plus résilient, c'est vrai aussi, et c'est ressorti dans mes enquêtes. La deuxième raison, c'est que j'avais des pâtures sur l'exploitation. J'avais 25 hectares de pâtures. Oui, j'avais dit que j'avais des pâtures. Les pâtures, elles rapportent quoi ? S'inscrire dans un modèle agricole qui a du sens, on l'a pas mal évoqué avec la première présentation de ce matin, il faut que ce soit quelque chose qui est globalement en lien avec une part de philosophie lorsqu'on produit. Un agri qui m'a dit, philosophiquement parlant, c'est une bonne chose, parce que je trouve que remettre des animaux, c'est assez sain pour la nature, c'est un équilibre qui se crée naturellement.
Et voilà, et l'autre citation rapidement, à se représenter mentalement, ça semble évident que c'est des systèmes dont on n'aurait pas dû s'éloigner. Et puis un petit peu dans la même vague, pratiquer une agriculture qui répond à ces attentes. Pourquoi finalement? Est-ce que vous êtes agriculteur si vous l'êtes, ou pourquoi vous le seriez? Et lorsque vous l'êtes, pourquoi vous voulez réintégrer de l'élevage? C'est parce que j'ai 2 fils, donc je prépare leur avenir. Et puis quelqu'un d'autre, mais je me lève le matin avec plaisir, moi je fais les choses que j'aime, donc c'est ce que Félix nous disait juste avant, que le lien à l'animal c'est quelque chose qui peut être important. Renforcer l'ancrage territorial, quelqu'un qui nous a dit « mon métier c'est de donner un coup de main à un berger sans terre, moi je ne suis pas éleveur ». L'élevage c'est un support social, alors là c'est toujours bien à caser dans une conversation, franchement. Et puis quand je traverse le village avec mes brebis, ça plaît. Pour terminer, dernière grande catégorie, restructurer et entretenir le paysage. Donc là, quelqu'un qui m'a dit c'est la possibilité d'arrêter de cultiver des bouts de machin sans se dire qu'on les laisse repartir à la friche. Donc voilà, des zones qui ne vont pas forcément être très favorables aux cultures, mais qui vont pouvoir être pâturées et donc ne pas s'enfricher si on a un élevage. Et puis, quelqu'un d'autre qui m'a dit on ne produit pas seulement pour la viande, on produit aussi pour entretenir. Donc vous avez le petit récapitulatif des 8 grandes catégories de motivation que je viens de vous expliquer. Et puis si on essaye de hiérarchiser un petit peu tout ça, finalement la motivation numéro 1 qui ressort quand même en termes de nombre de citations par les agriculteurs que j'ai pu rencontrer, ça va être ce questionnement autour des sols et plus spécifiquement de la vie des sols. Ça c'est vrai que ce soit dans le bassin parisien ou dans le Gers. Si on va un tout petit peu plus spécifiquement, les motivations qui arrivent juste ensuite de ce questionnement autour des sols, dans le Gers, ça va être d'autres questionnements autour des sols. Donc on en a entendu parler depuis ce matin, ça va être l'érosion, le stockage du carbone, la fertilité. Et dans le bassin parisien, on va plutôt voir des motivations socio-économiques. Voilà, donc on en arrive à la fin de cette deuxième partie. Si je ne vous ai pas tous endormis, est-ce que vous avez des questions ? Personne n'est endormi, a priori. Ils sont impatients d'avoir la suite. On va passer à la partie 3.